Donc j'ai effectivement essayé de vous parler un petit peu de certaines nouveautés sur l'analgésie pour la chirurgie de l'épaule de nos jours, puisqu'il y a des petites choses qui changent. Et donc, entre autres, avant de parler de ces nouveautés, on va surtout parler en fait du bloc du nerf phrénique, donc qui entraîne une parésie ou paralysie phrénique, et des conséquences que ça peut avoir effectivement dans notre pratique quotidienne. Donc on sait effectivement depuis assez longtemps, et il y a encore des publications récentes qui le confirment, que lorsqu'on fait un bloc interscalénique, il y a dans quasiment tous les cas un bloc du nerf phrénique qui est associé avec des proportions plus ou moins importantes. Même si les volumes sont assez faibles, comme vous voyez dans ce papier encore récent, avec 5 ml en se mettant à distance des racines, on garde encore 20% de paralysie phrénique. On voit que cette paralysie, eh bien, finalement, elle est assez rapide après la ponction du bloc interscalénique et que finalement, elle ne dure pas très longtemps. Il y a une régression dans quasiment tous les cas après 6 heures, même pour des volumes assez importants. Et en fait, on voit qu'effectivement, même si on essaie de faire varier pour le bloc interscalénique les voies d'injection, antérieures ou postérieures par rapport aux racines, eh bien, on a toujours des atteintes au niveau des EFR réalisés qui persistent. Alors, qu'est-ce qu'on fait partant de ce constat? Effectivement, on se dit, bon ben voilà, il ne faudrait plus faire de loco-régional à nos patients à cause de cette peur d'avoir une atteinte diaphragmatique. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme autre technique pour soulager ces patients post-opératoire d'une chirurgie de l'épaule? Et là, malheureusement, eh bien, on sait que même si on met des analgésies multimodales importantes, qu'on utilise d'autres techniques comme l'infiltration, on ne sera jamais aussi efficace qu'une loco-régionale telle que le bloc interscalénique. Et si on était amené à faire par exemple de fortes doses d'opiacés, on sait que là, à nouveau, on va arriver à avoir un surrisque respiratoire chez des patients pour lesquels on craignait justement d'avoir des atteintes respiratoires avec cette atteinte phrénique. Alors les conséquences de cette atteinte phrénique, finalement, quelles sont-elles en clinique? Puisque dans la plupart des publications que je vous ai présentées préalablement, on parle beaucoup d'atteintes finalement sur la capacité vitale, sur des EFR, éventuellement aussi d'atteintes échographiques lorsqu'on va aller regarder la coupole diaphragmatique après avoir fait notre bloc. Mais en clinique et en pratique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait, on voit qu'il y a beaucoup de craintes, mais finalement, on a peu de données vraiment sur les conséquences cliniques de cette parésie. La plupart des papiers qui parlent de ce sujet, par exemple, signalent à la fin qu'il n'y a jamais quasiment de dyspnée ressentie par les patients ou qu'il n'y a pas d'événements respiratoires graves. Et finalement, chez des patients chez lesquels on aurait peut-être peur de faire un bloc interscalénique ou autre et d'avoir cette atteinte du diaphragme, on ne sait pas dire finalement quelles pourraient être les conséquences. Ces patients, si on exclut les patients avec des contre-indications absolues au bloc interscalénique, telles que la vraie insuffisance respiratoire grave, patients sous oxygène à domicile, patients avec une paralysie diaphragmatique totale contralatérale, ce sont tous des patients qu'on voit dans notre quotidien, surtout en chirurgie de l'épaule, entre autres, des patients obèses, des patients avec des apnées du sommeil appareillées. Et on peut vraiment se poser la question, finalement, est-ce que ces patients sont encore éligibles à l'ambulatoire avec une loco-régionale telle que le bloc interscalénique, alors qu'ils ont ces comorbidités respiratoires? Donc en clair, on connaît toutes ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on fait? La vraie vie, finalement, quand on sort des papiers, quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez ces patients, éventuellement obèses ou appareillés pour apnée du sommeil, quand on leur fait des blocs interscaléniques, eh bien, on se rend compte que les conséquences ne sont peut-être pas si catastrophiques. Déjà, un papier assez ancien, maintenant, qui a presque une 25-30 ans, si on regarde en faisant un bloc interscalénique chez des volontaires sains, on regarde effectivement qu'il y a des altérations sur les EFR réalisés, mais on voit qu'en fait ces altérations, elles sont compensées par une augmentation de la fréquence respiratoire et par une plus grande ampliation thoracique chez ces patients, et que donc finalement, au final, les patients ne décrivent pas de dyspnée ou n'ont pas de désaturation dans cette petite série. Si on cherche un petit peu chez les patients obèses, chez les patients avec des SS appareillés, eh bien en fait, on voit simplement qu'on n'a aucune donnée, et en fait la littérature dit même qu'il y a un vide actuellement sur ce sujet et il n'y a pas de guidelines dans quelques pays que ce soit sur ces sujets par rapport au bloc interscalénique chez des patients obèses. Alors l'an dernier, une étude assez intéressante, certes sur un petit effectif, a été publiée dans Anesthesia Analgesia, et donc on voit chez deux groupes d'une quinzaine de patients obèses et non obèses, chez qui on réalise un bloc interscalénique. Dans cette étude, c'était des volumes assez importants, c'était 30 ml de ropivacaine 0,5%, donc quand même un bon bloc. On voit effectivement que lorsqu'on évalue la spirométrie 30 minutes après le bloc, également post-opératoire en salle de réveil, tous ces patients ont une parésie phrénique. Et si on fait la différence entre les obèses et les non obèses, eh bien on voit que la baisse de capacité vitale finalement entre les deux groupes, certes existe, mais elle est assez minime. Si vous voyez là sur les chiffres que je vous présente, on a effectivement uniquement 30% chez les obèses, alors qu'on se retrouve à 23% chez les non obèses. Et cette diminution, elle est retrouvée uniquement chez les patients en position assise. Ce qui est surtout important, c'est que
ces diminutions de capacité vitale mesurées n'ont eu aucune conséquence clinique et qu'en fait, aucun patient n'a décrit une sensation de dyspnée ou n'a présenté de désaturation dans ce papier, que ces patients soient obèses ou non obèses. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement, en pratique, qu'est-ce qu'on fait de ces conséquences qui sont peut-être purement spirométriques? Alors nous avons réalisé, nous, une étude là récemment à l'hôpital Pré-Jean-Mermoz qui ne portait pas forcément sur la tolérance de la paralysie phrénique, mais qui parlait plutôt d'efficacité du bloc supraclaviculaire dont je vais vous parler après. Et simplement pour vous citer, donc, parmi la centaine de patients qu'on a inclus, la population obèse parmi ces patients, ça représente une vingtaine de patients. Donc ces patients recevaient tous soit un bloc interscalénique, soit un bloc supraclaviculaire. Ils prenaient de la morphine orale en post-opératoire. Et donc parmi ces patients, on n'a retenu, nous, aucun événement respiratoire pendant les 48 heures post-opératoires. Donc on parle de paralysie phrénique. Comment est-ce qu'on peut éventuellement essayer de l'épargner avec ces craintes qu'on aurait, même si, je vous le disais, ces craintes ne sont peut-être pas si fondées que ça. Mais on va quand même essayer de rester prudent, surtout vu qu'on a de plus en plus de patients obèses avec apnée du sommeil, opérés de l'épaule en ambulatoire. Donc une alternative qui apparaît dans la littérature depuis quelques années, depuis à peu près 5 ans je dirais, est l'utilisation du bloc supraclaviculaire à visée analgésique après une chirurgie de l'épaule. Donc des alternatives au bloc interscalénique, qui est un petit peu la technique de référence, il en existe. Donc on a par exemple l'association du bloc suprascapulaire au bloc circonflexe. Alors le bloc circonflexe, moi je l'appelle volontairement bloc du nerf circonflexe et pas du nerf axillaire pour ne pas confondre des fois avec le bloc axillaire, mais le nerf circonflexe et le nerf axillaire sont la même chose. On sait que cette association, même si ça peut être une alternative, qu'elle peut donner une analgésie sur les 6-8 premières heures post-opératoires, n'est clairement pas aussi efficace que le bloc interscalénique. Par contre, le bloc supraclaviculaire, éco-guidé, ces dernières années, aurait peut-être une place. Et déjà, il y a une vingtaine d'années, on avait vu que si on faisait ce bloc, on avait en tout cas une diminution de l'incidence de l'atteinte phrénique par rapport au bloc interscalénique. Donc ce papier assez ancien, là, qui a maintenant une vingtaine d'années, montrait qu'avec même des gros volumes, eh bien, on avait a priori 2 fois moins d'atteinte diaphragmatique avec le supraclaviculaire qu'avec le bloc interscalénique. Une étude un petit peu plus récente, d'une dizaine d'années, donc, qui essayait de voir, lorsqu'on faisait un bloc supraclaviculaire en utilisant l'échographie par rapport à la neurostimulation, eh bien, s'il y avait une différence sur l'atteinte du nerf phrénique. Eh bien, visiblement, oui, en utilisant un volume là un peu moins important, de 20 millilitres, eh bien, on retrouvait carrément aucune paralysie phrénique avec la technique éco-guidée, alors qu'on avait un patient sur 2 sous neurostimulation qui présentait une paralysie du nerf phrénique. Donc ça, c'est assez intéressant. Toujours aucun événement clinique respiratoire, ni dyspnée, ni désaturation dans cette étude, qui porte là sur 60 patients. Et donc, en fait, la question à se poser est, ce bloc supraclaviculaire, visiblement, pourrait permettre d'avoir moins d'atteinte diaphragmatique que l'interscalénique. Alors, la cause, si on se penche un petit peu là-dessus, c'est quelque chose, je pense, qui est peut-être un petit peu discuté. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait moins ? Il y a une hypothèse anatomique qui est parfois retenue, c'est celle d'un nerf phrénique accessoire. Il y aurait la moitié des patients qui auraient en fait, en plus de leur nerf phrénique principal, une autre branche accessoire du nerf phrénique qui, elle, cheminerait à côté de la région où on fait le bloc supraclaviculaire. Mais donc c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore forcément bien connu. Alors ce bloc supraclaviculaire, c'est une technique qui, un peu historiquement, avant l'avènement de l'échographie, était assez redoutée. C'était le bloc du pneumothorax. Donc on retrouvait effectivement des publications avec des fréquences de pneumothorax de l'ordre de 3-4%. Donc clairement, on se disait c'est un bloc qui est assez dangereux, à laisser faire par des opérateurs expérimentés. Et clairement, avec l'ambulatoire de nos jours, on n'aurait pas imaginé, avec de tels chiffres de pneumothorax, envisager de laisser rentrer les patients le soir. Là, on a des séries qui ont été publiées ces dernières années qui montrent qu'un supraclaviculaire sous écho, on se retrouve à 0,4 pour 1000 pneumothorax. Donc clairement, le guidage échographique pour ce bloc permet de diminuer apparemment le risque de pneumothorax. Donc là, il y a toute une littérature ces dernières années qui parle vraiment de la sécurité qui est apportée par l'écho-guidage au bloc supraclaviculaire. Et donc en clair, ce bloc est en train d'apparaître ces dernières années comme à la fois un bloc où il y a, grâce à l'échographie, moins de risque de pneumothorax, et également, a priori, moins de risque d'atteinte de la coupole diaphragmatique. Accessoirement, on a également vu qu'on pouvait diminuer les doses ASIC locaux, on avait des installations plus rapides par rapport à la neurostimulation, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans la mouvance globale de l'écho-LR par rapport à la neurostimulation seule. Donc en clair, on peut dire que le supraclaviculaire est en train de redevenir une technique un petit peu qui pourrait avoir sa place dans le paysage de la LR, puisqu'elle est à nouveau considérée comme non dangereuse. Et donc là, la littérature fleurit sur un peu
la safety de cette technique, à la fois sur le côté respiratoire et sur le côté neurologique par rapport au bloc interscalénique. Là, il y a une grosse série qui a été publiée il y a bientôt une dizaine d'années maintenant, donc qui comparait le bloc interscalénique au bloc supraclaviculaire et qui s'intéressait surtout à la sécurité, qui montrait qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas, en termes de sécurité à la fois sur les déficits neurologiques, sur le risque de pneumothorax et aussi sur les injections vasculaires entre ces deux techniques. Alors maintenant qu'on a priori, on commence à se dire que ce bloc est finalement moins dangereux qu'il l'était à une certaine époque, qu'est-ce qu'il en est de son efficacité pour la chirurgie de l'épaule, puisque clairement le bloc supraclaviculaire n'est pas retrouvé comme un peu une technique alternative fréquemment citée pour l'analgésie de l'épaule. Eh bien pareil, la littérature commence un petit peu à apparaître et donc on a initialement eu il y a à peu près 7-8 ans des séries qui ont été publiées d'équipes qui utilisaient ce bloc en chirurgie ambulatoire en ayant comme argument qu'elles voulaient éventuellement avoir moins de paralysie phrénique chez ces patients et donc du coup essayer de trouver une technique d'épargne diaphragmatique qui soit du coup un petit peu plus safe que le bloc interscalénique. Au début, on a commencé à dire, donc il y a un papier de Hatzig qui parlait du fait qu'il fallait un peu plus d'études sur l'efficacité. Et là, maintenant, les premières études comparatives entre bloc supraclaviculaire et bloc interscalénique ont commencé à apparaître. Et donc, effectivement, on a vu, entre autres, là, dans cette étude de 2015, où on s'intéressait là non pas à l'efficacité analgésique, mais à l'efficacité anesthésique. Donc, c'était des patients qui avaient une chirurgie de la coiffe de l'épaule avec un bloc préopératoire et ensuite une anesthésie générale. Et on s'intéressait à la consommation de fentanyl péropératoire. Et bien, chez ces patients, on voyait qu'effectivement, il n'y a pas de différence de consommation de fentanyl péropératoire, quel que soit le bloc qu'on a utilisé. Donc clairement, c'est un bloc qui marche pour l'articulation de l'épaule, même lorsqu'il est à visée éventuellement anesthésique. Et donc là, on a eu ce papier là récemment, cet édito là que vous voyez à gauche de l'écran, et donc qui effectivement dit que visiblement, le bloc supraclaviculaire apparaît comme une nouvelle technique chez des patients opérés de l'épaule, chez qui on pourrait redouter éventuellement des problèmes respiratoires, et c'est le cas chez ces patients obèses qu'on laisse repartir le soir à la maison. Alors si on parle un petit peu plus de technique, ce bloc, en termes de volume, en termes de lieu d'injection, quelles sont les choses éventuellement qu'on pourrait retenir? Alors le problème, c'est que toutes les publications sur les sujets et les sites d'injection concernant le bloc supraclaviculaire concernent surtout la chirurgie du coude, de l'extrémité inférieure du bras ou éventuellement de l'avant-bras. Parce que c'est un bloc qui historiquement était quand même utilisé pour ça et qui n'a pas du tout été historiquement utilisé pour l'épaule. Quand on parle plutôt de chirurgie du coude à visée anesthésique, on est clairement sur des gros volumes. Donc là, vous pouvez voir, les plus petits volumes éventuellement dans certaines études, c'est de l'ordre de 23 millilitres. Et là, on voit plutôt des volumes de 42 pour avoir des efficacités de plus de 90%, voire de 32 millilitres. Donc clairement, pour de l'anesthésie de chirurgie du coude, effectivement, c'est un bloc où il faut encore des gros volumes. Pour ce qui est de l'analgésie du coude, de l'épaule, pardon, qui est le sujet de ce jour, là, eh bien, effectivement, il n'y a pas de data sur ce sujet. Si on parle du site d'injection, donc on en parlera après lorsqu'on fera une petite live de sono-anatomie de la région. Pareil, on s'intéresse plutôt aux injections les plus efficaces pour la chirurgie du coude. Et effectivement, là, ce qui est décrit pour la chirurgie du coude, c'est cette injection unique dans cette zone qu'on appelle le corner pocket, que je vous montrerai tout à l'heure, et qui est en fait une zone qui va plutôt viser à imbiber d'anesthésiques locaux le tronc inférieur du plexus brachial à cet endroit-là, qui sont plutôt éventuellement les branches qu'on va rechercher pour une chirurgie plus distale. Concernant l'épaule, il est probable qu'il faille aller peut-être injecter un peu plus autour des racines sur la zone supraclaviculaire, mais pareil, c'est des choses qui actuellement ne sont pas évaluées. Donc pour terminer, je vais effectivement vous présenter des premiers résultats d'une étude qu'on a réalisée l'an dernier dans notre centre avec notre équipe donc, de chirurgie de l'épaule. Donc c'est des résultats un peu préliminaires. Donc on avait un peu plus d'une centaine de patients qui ont été opérés en ambulatoire de réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs. Et donc, parmi ces patients, il y a une randomisation entre un groupe qui recevait un bloc interscalénique et un autre groupe qui recevait un bloc supraclaviculaire préopératoire. Il s'agissait de blocs injection unique. Les patients recevaient dans leur bloc 20 ml de lévobupivacaïne à 5 mg par millilitre. Donc, c'est quand même des volumes un petit peu importants. C'est quelque chose qui est discutable, mais c'était une habitude de travail dans notre équipe. Et ensuite, la chirurgie se déroulait sous anesthésie générale standardisée. Ces patients, après, sortaient le soir à la maison, recevaient une analgésie multimodale avec des AINS et des antalgiques, autres antalgiques de palier 1. Et également, ils recevaient tous une ordonnance donc, de morphine orale à domicile pour les 4 jours post-opératoires. Le but de cette étude, c'était de voir si le bloc supraclaviculaire était aussi efficace en termes d'analgésie post-opératoire que le bloc interscalénique. Et donc, le critère qu'on avait choisi, c'était la consommation de morphine orale durant les 48 heures post-opératoires.
Donc les résultats sur ce critère principal, eh bien, c'est qu'en fait, on a vu que entre les deux groupes, il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans la consommation de morphine durant les 48 premières heures. Donc on voit qu'on est à peu près à 10 dans un groupe et 15 dans l'autre. Donc c'est une différence par rapport au calcul pré-analyse qu'on a fait qui n'était pas retenue comme significative. Et donc clairement, cette étude, elle peut nous faire dire qu'il y a une même efficacité d'analgésie entre le supraclaviculaire et l'interscalénique après une chirurgie de la coiffe des rotateurs. Si on essaie de chercher éventuellement une supériorité d'une technique sur l'autre, comme on voit des petites différences, il n'y a rien qui ressortait. Juste pour vous citer rapidement les autres critères qui étaient également intéressants à citer, donc c'est que sur la durée des blocs moteurs ou sensitifs, on n'avait pas de différence entre les deux techniques et que la consommation moyenne de morphine chez ces patients, quel que soit leur bloc, était de l'ordre de 10 à 20 mg de morphine per os, qui finalement est tout de même assez faible, puisqu'il faut savoir que dans ces 48 heures, on avait les 20-24 premières heures où les patients étaient encore sous leur bloc analgésique, mais passé ces 20-24 heures, le bloc se levant, les patients étaient uniquement avec leurs antalgiques per os à domicile. Donc la conclusion de notre étude, dont l'article est en cours de rédaction, donc est qu'effectivement, a priori, le bloc supraclaviculaire peut être une alternative analgésique au bloc interscalénique après chirurgie de l'épaule, avec probablement un gain de sécurité respiratoire, à la fois sur le risque, enfin essentiellement sur le risque phrénique, et surtout dans un contexte de patients qui rentrent chez eux le soir en chirurgie ambulatoire qui est en plein développement.